Et donc, au niveau du sommaire, nous allons commencer par pourquoi Buenos Aires et le centre névralgique du foot argentin. On évoquera notamment son histoire et les cinq grands. Et ensuite, dans un second temps, on évoquera tous les clubs justement qui ne font pas partie de ce Cinco Grandes. Et on terminera par quelques conseils si vous allez à Buenos Aires. Donc, Nicolas, rebonjour. Rebonjour Romain. Donc, tu vas nous amener à Buenos Aires, Ouais. comme on dit là-bas, qui est, voilà, moi j'ai une appétence terrible pour le foot sud-américain. Et toi, avec ton savoir encyclopédique, tu vas pouvoir nous éclairer sur déjà sur cette magnifique ville et sur ce qui s'y passe d'un point de vue footballistique. Donc voilà, je te lance déjà. Pourquoi est-ce que Buenos Aires est le centre névralgique du foot argentin? Pour plusieurs raisons. Bon, déjà, il y en a une évidente que tout le monde comprendra, c'est que c'est la capitale. Donc forcément, c'est très bien que les capitales ont une place particulière. Ça, c'est valable dans tous les pays, hein. Ouais. Il suffit de voir chez nous, hein, en France, Paris est à part. Mais c'est pas que. Pas que parce que Buenos Aires a été l'un des points d'entrée du football en Argentine. Pas le seul, hein. Rosario a pas mal compté. Mais Ouais. Buenos Aires, si les gens ne le savent pas, c'est un port aussi. Donc il y a eu la vague des marins, notamment les Britanniques. Ensuite, il y a eu tout ce qui est, et c'est aussi comme ça que beaucoup que s'est développé le football en Amérique du Sud par la construction des réseaux ferroviaires. Et donc, partait souvent de Buenos Aires. D'accord. Et donc, le football s'est installé, a pris vraiment place du côté de Buenos Aires. Le père du football argentin, celui que l'on considère comme le père du football argentin, Alexander Watson-Hutton, c'est un Écossais qui est arrivé à Buenos Aires en 1882. Et c'est lui qui a plus ou moins organisé le football. Il n'est pas le premier, hein, à être arrivé en Argentine pour apporter le football. Je parlais de Rosario il y a un instant. Isaac Newell, on sait d'où vient le nom de Ouais. Newell maintenant du coup. Isaac Newell arrive 1869, donc tu vois une quinzaine, presque 14 ans avant Watson Hutton, et arrive lui aussi avec un ballon pour le poser à Rosario. Mais Watson Hutton, c'est vraiment lui qui va voilà, poser le football, l'organiser. C'est lui qui est à l'origine de la création des origines de la création de ce qui va devenir la fédération argentine. Ok. C'est lui qui voilà, il va créer son propre collège dans lequel il impose le football comme discipline sportive et comme moyen d'accéder au sport. Il fait venir un entraîneur écossais et il va créer le premier grand d'Argentine qui s'appelle Alumni. Donc c'est un club qui n'existe plus. Et c'est un club qui ça a vécu, il est créé en 1898 et il meurt en 1911-1912. Et sur cette période-là, il gagne 10 titres. Donc, tu vois, sur une courte période, sur 13 ans, il gagne 10 titres. Donc, C'est un bon ratio. C'est pas mal. c'est pas mal. En termes d'efficacité, on n'a jamais fait mieux depuis. Donc voilà, non, mais c'est vraiment le premier grand. Et donc, Buenos Aires organise le football. Le premier championnat, le premier tournoi local, c'est Buenos Aires. Donc, tout commence par là. Et puis, c'est très centralisé à ce moment-là. C'est-à-dire que je parlais des réseaux ferroviaires. L'accès à ce qu'on appelle l'intérieur, c'est-à-dire la province chez nous, Ouais. est plus ou moins difficile. Donc, le football va prendre le temps aussi de se répandre petit à petit. Il y a des petits points d'entrée, je disais, Buenos Aires, Rosario, par exemple. Ouais. Mais bon, Buenos Aires s'organise, tous les clubs s'organisent là, et tu en vois l'héritage. Je veux dire, par exemple, aujourd'hui, la Superliga, qui va changer de nom l'année prochaine, c'est un autre débat, mais la saison qui vient de se terminer, sur les 20 clubs, tu en as 12 qui sont 12 clubs qui sont de Buenos Aires, tu vois. Donc, Ouais. c'est pas négligeable. Donc, c'est une ville qui compte. Les premiers clubs qui existent encore, par exemple, le doyen du football argentin, bon, il y a débat, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Mais le Gimnasia, qui est le club de Diego, hein, entraîné par Diego, Ouais. est dans le Grand Buenos Aires, tu vois. Donc, vraiment tout cela. Et il y a évidemment dans le Grand Buenos Aires, et dans Buenos Aires, il y a les cinq grands, quoi. Les plus grands clubs du championnat. D'accord. Du coup, est-ce que tu peux les citer du coup, histoire qu'on ait une Ouais, bah, marque les très cinq grands. précise Alors, de. les cinq grands, ce sont ceux que tout le monde connaît déjà, hein, Boca River. Donc Ouais. voilà. Les deux frères ennemis d'Avellaneda, alors ça, tu vois, c'est dans le Grand Buenos Aires, qui sont Racing et Independiente. Et puis il y a San Lorenzo, qui lui aussi est dans Buenos Aires. Et donc D'accord. voilà, ce sont les cinq grands. Ok, canon. Et j'ai un ami qui est allé récemment et il m'a évoqué, alors je sais plus lesquels sont ces deux clubs, mais tu sais où les stades sont séparés que de quelques centaines de mètres, même 200 pas. mètres, 200 mètres, c'est Racing et Independiente. C'est-à-dire que quand par exemple tu es supporter d'Independiente, si tu arrives on va dire plus ou moins du centre d'Avellaneda, tu es obligé de passer devant le stade du Racing pour aller dans ton stade. Aïe, 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 Donc aïe.
Donc voilà. Mais oui, ça donne des images assez folles. C'est-à-dire que du toit de l'un, tu vois le stade de l'autre. Ouais. Donc voilà, ouais, c'est totalement fou. Mais on en reparlera quand on évoquera le où faut-il aller à Buenos Aires. Ouais. Mais oui, voilà. Ces deux-là sont juste côte à côte. Mais à la limite, Boca River au début était côte à côte. Hein. Ils sont du même quartier à la base. Ouais. Donc, Mais donc c'est vrai voilà. que c'est impressionnant. Moi, le seul cas auquel je pense en Europe, c'est à Lisbonne, où le stade du Sporting et du Benfica sont vraiment, enfin, c'est deux côtés de l'autoroute, je crois. Enfin, c'est vraiment juste à côté. Euh, mais bon, quand on connaît la passion, et c'est peu dire, qui est en Argentine, Ah oui, dans le on sait contexte trop. argentin, ça c'est incroyable. Mais c'est ce qui fait que ce classico, parce que voilà, hein, Racing Independiente, c'est les deux frères ennemis d'Avellaneda. Ouais, Ce classico est incroyable. d'accord. Les deux stades sont incroyables et la rivalité entre ces deux-là est totalement folle. Et question de newbie un petit peu, le plus chaud des derbies, c'est celui-ci ou le River Boca? Le plus chaud des derbies à l'échelle de l'Argentine, c'est Sud Ouais, Rosario. d'accord. C'est Central contre Newell's. C'est le plus fou, le Ouais, plus démesuré. d'accord. Vraiment, pour le coup. Et je sais que, enfin, moi, j'ai pas eu la chance d'y aller. Je connais des gens qui ont eu la chance d'aller assister à un classico entre Central et Newell's et ils s'en sont Waouh. pas remis. Et pourtant, ils sont habitués. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui vient juste de débarquer à Rosario qui a vu de la lumière qui est entrée. Voilà, Ouais, c'est des gens qui ont déjà fait des Boca River ou des Racing Independiente. Ils ouais. sont chauds, hein, attention, hein, parce qu'à l'échelle européenne, j'ai envie de dire, quand tu vas voir, si tu as la chance d'aller voir ces matchs-là, faut se mouiller un petit peu la nuque en entrant. Hein. Déjà sur des Un matchs. pied, deux pieds, les genoux, puis après, faut voir. Ouais, c'est ça. Tu fais attention parce que t'es pas prêt. Hein. Je veux dire, même le moindre petit match, un match entre guillemets classique, Ouais, voilà. Déjà, tu fais OK, ça remue un peu, quoi. Et ça envoie, ouais. donc les classicos, c'est autre chose. Mais le plus chaud des plus chauds, oui, c'est Sud Rosario, c'est Central New West. Après, difficile. Hein. Racing Independiente, c'est solide, c'est très solide. Ouais. Très Ouais, cool, très cool. Bah, tu sais, hein, à l'heure où il y a de plus en plus, à juste titre, hein, pour bien des raisons, mais où il y a de plus en plus de sécurité, où il y a de moins en moins d'ultra, où voilà, je ne pense pas du tout au Parc des Princes en disant ça, mais loin de moi cette idée. Mais c'est vrai que en termes de d'ADN, quoi, hein, de dimension humaine, les fans de foot que nous sommes de la première heure. Alors en Europe, il reste encore des très beaux stades, des très belles ambiances. Hein, ça, il y a pas de souci. Je pense notamment à la Turquie, à la Grèce. ouais, Grèce-Turquie, ouais. Il y a des choses, il y a des choses incroyables. Euh, En Angleterre, je suis un petit peu plus réservé, mais pour en avoir fait pas mal. Mais après, ça reste des ambiances différentes, on va dire. Mais sur le côté des choses passionnelles, oui, oui, Ouais. comme tu nous l'évoques, j'imagine que c'est un OM PSG des années 90 x 10, à peu près. Ouais, bah, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le moindre match, il y a une passion et tu la sens. Et moi, j'ai fait quelques matchs. Enfin, j'ai pas fait 50 000 matchs en Argentine parce que j'y suis pas passé longtemps. Mais je suis allé, par exemple, voir un match du Racing. Et c'était, entre guillemets, c'était pas un gros match dans le sens, c'était pas le Classico, c'était face à Vélez. Ouais, Et le match que je suis allé voir. Et il y a quelque chose de plus. Et c'est très difficile à décrire. Il faut le vivre, en fait. C'est-à-dire que quelque chose que tu ne vis pas. J'ai l'habitude de tourner un peu dans les stades en France ouais, ou voilà. Il y a un côté physique, vraiment, qui te prend. Et ouais, moi, je me souviens, voilà, Racing, voilà, au coup d'envoi, tu as des gens à côté de toi qui commencent à pleurer, qui se signent. ouais. On est au coup d'envoi, hein. Alors c'est Et marrant parce que puis, tu as une espèce d'émotion, vraiment, le terme, c'est émotion physique. C'est très difficile ouais. à définir, c'est très difficile à faire comprendre, mais il faut le vivre parce que c'est vraiment particulier et ça te marque, vraiment, ça te marque. Non, mais ça fait totalement sens, d'autant plus que j'écoute beaucoup de musique sud-américaine et la notion de algo physico, c'est quelque chose Ouais, qui revient tout le temps. ouais, C'est cette partie émotionnelle qui est constamment présente. ouais. Très très cool. Euh, donc en effet, ouais, pour les cinq grands, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose avant d'attaquer un focus sur les autres clubs? Sur d'autres clubs, ouais, effectivement. Donc, je disais hein, tout à l'heure, les cinq grands sont tous de Buenos Aires. Alors, pourquoi les cinq grands parce que c'est quelque chose qui fait débat, qui revient assez régulièrement. Pourquoi les cinq grands? Tout simplement parce qu'au tout début du professionnalisme, donc on est au début des années 30, quand la fédération va se créer, justement, à l'époque, les clubs les plus importants de Buenos Aires
veulent un pouvoir décisionnel un peu plus important. C'est-à-dire, voilà, ils veulent prendre une plus grande part dans les décisions qui sont prises par la Fédé. Et on va trouver un système qui va être de dire, bah, écoutez, très bien, tous les clubs qui ont plus de 15 000 sociaux, qui ont plus de 20 ans d'existence, qui ont plus de 2 titres, eh ben, vous avez droit à 3 votes, 3 voix à chaque vote. Donc, ce qui est un poids non négligeable quand même. Donc, ensuite, il y a un système dégressif avec une autre tranche de clubs à 2 et un à 1. Et il n'y a que 5 clubs qui remplissent ces critères-là. C'est les 5 clubs qu'on a cités, Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo. Ça, c'est sur le point de vue institutionnel. Mais après, il y a aussi du point de vue des résultats. C'est-à-dire que, donc, je disais, le foot pro arrive en 31. Et jusqu'à 1967, il n'y a pas un titre qui échappe à ces 5 équipes. Okay. Donc, tout de suite, elles s'installent très, très vite en termes de trophées. Quand tu regardes la table historique de la première division argentine, ce sont les 5 qui sont devant. Ouais. En termes de points pris dans l'histoire et tout, ils sont quasiment… donc, il n'y a que Boca qui n'est jamais descendu. Les autres, genre River, est descendu qu'une seule fois. Independiente, une seule fois. Racing, San Lorenzo, un peu plus. Mais bon, voilà. Donc, c'est des clubs qui pèsent très, très lourd dans le paysage. Et je disais, il faut attendre 67 pour que quelqu'un vienne enfin les détrôner, c'est Estudiantes. Et en termes de trophées internationaux, tu vois, par exemple, au niveau des Libertadores, Independiente, c'est 7, Boca, c'est 6, tu vois, ouais. ça pèse. River, c'est 4, donc 5. Sacrée hégémonie. Ouais, exactement. C'est peu de sportivement, ils pèsent. En termes de popularité, quand tu as des sondages, ça pèse. Après, les deux sont forcément liés. Et historiquement parlant, c'est eux qui ont véritablement animé les 30, plus de 30 premières années de l'histoire du foot argentin. Mais ils ne sont pas les seuls. D'accord. Et justement, en dehors de ces 5-là, on en a rapidement cité 2 tout à l'heure, mais quels sont-ils ? Ouais, ben voilà, il y en a deux qui sont intéressants. Je pense, c'est quand on parle de football à Buenos Aires, il faut passer par ces clubs-là. On y reviendra quand on parlera des stades, notamment. Ouais. Ces 2 clubs, ce sont Argentinos et Vélez. Alors, pourquoi ces 2-là ? Vélez, parce que je parlais des 5 grands et des débats réguliers de qui peut venir les bousculer. Vélez est venu très fortement les bousculer dans les années 90, avec Carlos Bianchi comme entraîneur, notamment, avec José Luis Chilavert dans les buts. Donc, voilà. Notamment, si je dois citer 2 personnages célèbres de cette époque-là. Ça place une ville sur la carte. Ça place un club sur une carte. En plus, ça les a placés plus que sur une carte. C'est-à-dire que le Vélez de Bianchi, il va gagner plusieurs titres nationaux, mais va surtout gagner la Libertadores en 94 en battant Sao Paulo. Et Sao Paulo, à l'époque, c'est Tele Santana l'entraîneur. C'est le double tenant du titre en Libertadores. C'est le double champion du monde à l'époque de l'Intercontinental. Sao Paulo, c'était clairement à l'époque la meilleure équipe du monde. Vélez fait tomber cette équipe-là. Et Vélez va en finale de l'Intercontinental et fait tomber Milan. Le Milan qui avait battu le Barça 4-0 en Champions League. Ah, quel match, Savicevic. Ouais, exactement. Et Vélez fait tomber cette équipe-là. Donc, sur leur parcours en Libertadores, ils tapent Sao Paulo, qui est un monstre absolu à ce moment-là. Je veux dire, Sao Paulo, ils sont champions du monde en ayant battu le Barça de Cruyff. Donc, voilà. Et derrière, ils tapent Milan, qui lui aussi a tapé le Barça. Donc, Vélez, vraiment, à ce moment-là, ouais, voilà, c'est pas des victoires entre guillemets au rabais. Tu sais, parfois on s'amuse à hiérarchiser les titres continentaux en disant ouais, mais ils ont eu un parcours facile, genre ça existe. Mais là, pour le coup, le parcours il est solide. Et voilà, Vélez bouscule. Et d'ailleurs, Vélez aujourd'hui est à la 6e place au terme de table historique. Donc c'est un club qui pèse, c'est un club qui compte. Donc je parlais de Bianchi, il y a Ricardo Gareca qui est l'actuel sélectionneur du Pérou qui est passé par Vélez, qui a gagné des titres avec eux. Ouais. Donc c'est vraiment un club qui pèse. Et le deuxième, c'est Argentinos. Alors, Argentinos, pourquoi ? Je pense que tous ceux qui suivent un peu le football argentin savent pourquoi. Il y a un mot qui arrive tout de suite quand on parle d'Argentinos, c'est Diego. Ah oui, ce joueur de moins d'1m70, je l'ai vaguement vu passer. Voilà, c'est ça. Et les Anglais aussi l'ont vaguement vu passer. Ils ont bien vu sa main, c'est bien, c'est le plus important. Ouais. Après, ils ont pris un courant d'air. Mais voilà, la clim de l'époque. Exactement. Diego est formé à Argentinos. Le stade d'Argentinos aujourd'hui porte le nom de Diego Maradona. Quand les joueurs sortent, il y a une sortie du tunnel, c'est la tête de Maradona. Donc, on sort par la bouche de Diego. Magnifique. Voilà. Et après, on se demande pourquoi il a un ego aussi surdimensionné. Après, là, on l'a vu cette année où il était au Gymnasia, il a fait toute l'année, presque
à chaque stade, il était reçu. Voilà, il y a des stades où on lui offrait un trône quasiment. Hein, donc, Quand tu dis presque, c'est lesquels qui n'ont pas trop joué le jeu? Si ça te revient. Central, Rosario Central par exemple, parce que Étonnant. Diego a joué à Newell's. Et donc Central a même pas voulu rendre le moindre hommage. C'est vraiment celui qui a le moins joué le jeu. Hein. Pour le coup, c'est Central. Ouais. Mais tu vois, hein, genre, je te disais tout à l'heure, le côté passionnel à Rosario, Central Newell's, voilà, on en est là. À chaque fois que tu évoques le nom Newell's, je pense au carajo de Bielsa. Ouais. de Bielsa. Ça me revient, c'est mécanique. Bah ouais, non, mais c'est ça. Mais de toute façon, dès que tu parles de Rosario, je veux dire, tu fais la liste. Tu parles de Bielsa, tu parles de Menotti. Forcément, ceux de Newell's vont te parler de Messi parce qu'il y a joué chez les gamins. Tout le monde espère qu'un jour, il vienne y jouer chez les grands. Mais à Central, tu as du Menotti, tu as du Di Maria pour les plus récents. Mario Kempes a joué à Rosario Central. Enfin, voilà, c'est vraiment des clubs qui comptent. Mais voilà. Et pour revenir à Argentinos, pourquoi Argentinos est particulier? Ils ont un surnom qui est la pépinière du monde, El Semillero del Mundo. Pourquoi? C'est simple. Il faut juste regarder la liste des joueurs qui ont été formés ou qui sont passés dans les équipes de jeunes d'Argentinos. Et là, il y a Maradona, mais derrière, il y a le vertige, hein, parce que tu vas avoir du Cambiaso, du Riquelme, du D'Alessandro, du Sorin. Voilà, c'est monstrueux ce que ce club a pu produire en termes de footballeurs. Ouais. Et voilà, donc c'est un club particulier et il s'est construit sur ça, sur son centre de formation dès les années 60. Hein. Son surnom à Argentinos, c'est le Bichos Colorados. Ouais. Et parce que c'était le surnom qu'on a donné à cette équipe-là qui a, entre guillemets, et justement, je disais tout à l'heure, hein, les 5 grands étaient inatteignables. En 1960, Argentinos bouscule un peu les grands, ne gagne pas, n'est pas champion, mais bouscule les grands avec une équipe de gamins formés au club. Ce que fera Newell's dans les années 80, fin des années 80. Ouais. Et Argentinos le refera au milieu des années 80. Et là, pour le coup, ils sont champions 2 fois, en 84 et 85. Et ils iront gagner la Libertadores. La seule fois qu'ils participent à la Libertadores, ils gagnent la Libertadores. 100%. Donc, 100% d'efficacité. Avec toujours cette identité qui s'est créée donc, depuis les années 60 de former les meilleurs. Voilà, le football argentin se forme à Argentinos. Un gars qui sort d'Argentinos n'est pas normalement et n'est pas un joueur comme les autres. Oh rien que, et je mets ça entre parenthèses, rien que Diego et Juan Roman, bon. Ouais, voilà, déjà, t'as fait, t'es bien là. Ça te valide une pépinière, comme tu dis. C'est ça, exactement. Très cool. Avant d'attaquer les quelques petits conseils qu'on pourrait donner à ceux qui veulent faire le tour des stades à Buenos Aires, est-ce que tu voudrais ajouter des choses sur les clubs hors 5 ou on peut passer à la suite? Après, non. Après, hors 5, tu vois, on pourrait faire une liste. Mais non. Voilà, là, je voulais vraiment, tu vois, entre guillemets, focaliser sur ces deux-là. D'ailleurs, c'est quelque chose qui peut intéresser les Marseillais. Ils ont un point commun, ces deux-là, en termes d'entraîneurs. Gabi Heinze est passé par les deux. Il a fait remonter Argentinos en première division avant de claquer la porte, d'aller à Vélez. Ouais. Et quand il arrive à Vélez, ils sont 19e. Et là, en mars dernier, quand il a claqué la porte, ils étaient 3e. Donc voilà, il a fait le taf. Il est passé par les deux clubs. Il les a ramenés sur le devant de la scène. Et là, les deux sont en train de se battre, entre guillemets, pour savoir lequel des deux reviendra en Libertadores. Bon, c'est pas tout à fait simple. Hein. On l'a vu partout. Hein. La gestion des places continentales à cause du Covid, c'est compliqué. En Argentine aussi. Et les deux sont à la lutte pour prendre une place en Libertadores. Et ça serait le retour d'Argentinos. Hein. Depuis 85, ils ne l'ont pas joué. Et pour Vélez, c'est pareil. Je crois que la dernière Libertadores, ça doit être 2014. Donc ça commence à compter. D'accord. Et voilà, donc vraiment, focaliser sur ces deux-là. Sur Argentinos et Vélez. Très bien. Alors, demain, je vais à Buenos Aires. Quel stade me recommandes-tu? Alors forcément, nous, Européens, et puis après, c'est normal, ça fait partie de la visite guidée habituelle. Si tu as la chance d'aller à la Bombonera, il faut y aller. C'est très compliqué, il ne faut pas se le cacher. C'est compliqué parce qu'il faut passer par des réseaux qui ne sont pas forcément très légaux, que ça coûte assez cher, voire très cher, même pour un petit match. Vraiment, il faut que les gens le savent. Ce n'est pas évident. Donc forcément, la Bombonera, même pour de toute façon… il suffit de dire Bombonera et tout de suite les gens font ah. Donc voilà. Ou ne serait-ce que la visiter comme ça, parce que tu peux visiter. Tu peux visiter le musée de Boca et aller visiter la Bombonera. Rien que ça suffit, entre guillemets. Même si rien ne vaut un match, évidemment. Mais voilà. Si tu fais la Bombonera, il faut évidemment faire le Monumental. Ouais.
parce que voilà, et c'est pareil, hein, au côté du Monumental, tu as le musée de River, donc tu peux en profiter pour tout cumuler. Tu peux aussi le visiter en dehors des matchs. C'est un peu plus facile d'avoir des places au Monumental qu'à la Bombonera. Okay. Et puis après, il y a pour moi les deux incontournables qui sont, il y en a trois qu'il faut faire, trois autres. Racing et Independiente, on en parlait tout à l'heure, les deux stades qui sont côte à côte. Yes. Le quartier respire le foot, vraiment quand tu y vas. Moi j'ai eu la chance de faire un match du Racing. Le Cilindro, le stade du Racing, c'est un stade incroyable. Ouais. Déjà dans sa forme, il y a des petits terrains de foot en bord de pelouse pour que les gamins jouent pendant le match. Enfin, c'est incroyable. Il y a voilà, le Libertadores d'América qui est le stade d'Independiente. J'ai pas eu la chance d'y aller, mais voilà, c'est pareil. Donc, du point de vue ambiance, c'est bien. Et si vous aimez les ambiances, il faut aller à San Lorenzo parce que c'est la hinchada la plus. Elle se décrit comme ça, hein, comme la hinchada la plus créative d'Argentine. Tu sais, par exemple, le Brésil décimé que c'est Siente qu'on entendait en 2014. Ouais. L'air de cette chanson a été popularisé par la hinchada de San Lorenzo. D'accord. C'est une chanson des années 60, mais eux l'ont posée pour le football. Eux créent, lancent de nouvelles tendances et l'ambiance est vraiment bonne. Moi, je suis allé voir San Lorenzo face à Belgrano, petit match entre guillemets, tu vois, où il n'y a pas forcément petit match dans le sens où il n'y a pas de normalement d'ambiance démesurée, c'est pas un classico. Ouais. Et ouais, ça. C'est très très solide, donc faut le faire. Attends, tu veux nous dire que c'est mieux qu'un Dijon-Brest? Un tout petit peu. Je n'ai rien contre Dijon. Attention, je n'ai rien contre Dijon. C'est un tout petit peu plus chaud. Mais par contre, pour le coup, il faut faire attention au quartier. Alors là, il faut le dire, hein, parce que si le quartier craint. Bah, Dijon aussi, hein, récemment. Il y a eu des faits un peu bizarres. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais pour donner une idée, quand j'y avais été, on montait dans le taxi pour aller au stade. Et quand on monte et qu'on s'installe dans le taxi, on dit on va au Nuevo Gasometro, on va voir San Lorenzo. Le gars dit vous êtes sûr? Déjà. Et on lui dit ouais, mais il y a pas de problème. Nous à l'époque j'étais accrédité. Enfin quand j'y avais été j'étais accrédité. On est accrédité pour aller au stade et le gars il nous dit ouais mais moi je le suis pas. Et genre à 300 mètres du stade il commence à fermer tout à clé. Wow. Et il nous dit je vais vous déposer là et surtout vous marchez de ce côté de la route et vous tracez en fait. Et voilà. Et donc en fait l'ambiance autour du stade elle est compliquée. Voilà, San Lorenzo, il faut faire attention, il ne faut pas trop traîner, il ne faut pas sortir des pistes. J'ai envie de te dire, c'est pareil du côté de Boca, hein, le quartier de la Boca, il faut faire attention où on va. Mais c'est comme partout, c'est-à-dire que si tu fais pas n'importe quoi, tu risques rien. Ouais. Et on terminera là-dessus. Le prix d'un match à Boca et à River, plus ou moins une fourchette, c'est combien? C'est variable. Franchement, c'est variable. Boca, c'est difficile à dire parce que comme tu passes par des réseaux. Non, mais on parle de 300 € comme un match de Première Ligue? Non. Tu peux. J'essaye de me rappeler. Boca, je suis pas allé voir. J'essaye de me rappeler combien ont payé les gens que je connais. Je crois que je connais quelqu'un qui a dû mettre 75 €. D'accord. Non, t'es pas à 300. Hein, faut pas aller non, mais si tu veux, moi j'ai été traumatisé par mes matchs en Angleterre, donc même un match bidon à Crystal Palace, c'était 100 pounds, donc j'ai envie de te dire. Voilà, non. Alors si tu te places sur le référentiel anglais, oui. C'est pas cher. Ah, super. Après, les autres stades, c'est pas cher. Racing, c'est facile et les places sont pas très chères. J'ai plus à en souvenir. En plus, moi, quand j'y étais, c'était 2015, donc tu vois, ça remonte. D'accord. J'ai pas souvenir combien. Ok, mais dans ces eaux-là, ouais, ok. Non, mais très bien, voilà. Boca, c'est particulier, c'est plus cher. Boca, c'est plus cher parce que tu passes par des réseaux obscurs, façon de parler, pas légaux. Faut faire attention. Mais bon. Ok. Très cool. Ça reste jouable. Très cool. Bah, écoute, super ce panorama des clubs de Buenos Aires, d'Argentine, le prix des stades, l'ambiance, etc. J'espère que ça aura plu à nos viewers. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. C'est comme ça que vous pourrez soutenir La Vista. Merci encore à Lucarno Posé. Merci encore à Nicolas et à très vite.